Bonjour à tous et bonsoir. Enfin, je suis très content de vous retrouver pour la deuxième session sur le thème des spiritueux. Donc, je me représente si certains d'entre vous ne s'étaient pas connectés la dernière fois. Moi, je m'appelle Jimmy Herbert. Je suis œnologue de Bordeaux, promotion 2011, et je suis bénévole pour l'association des œnologues de Bordeaux, et je vais avoir la tâche donc d'animer cette rencontre donc autour des spiritueux. Avant de démarrer, je vais laisser la parole donc à Gauthier Dufaux, qui est donc le responsable de la commission étudiante à l'association des œnologues, et qui a quelques mots à vous dire au nom de la commission et au nom de l'association. Merci Jimmy. C'est bon, tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Déjà, bienvenue pour cette deuxième session. Merci à Jimmy et à Alexandre de gérer ça, de même maître pour la commission étudiante. Je vais pas faire un long discours, hein, c'est juste que je me suis noté quelques mots. On sait que cette période est très compliquée à gérer en ce moment, notamment pour les étudiants. Que multiplier les visios, c'est pas dans la philosophie de l'association, mais c'est le moyen qu'on a trouvé pour maintenir le lien entre vous, les étudiants, et notamment le monde professionnel, le monde de l'œnologie. Donc, à travers ces œnosessions, on préférait vous amener sur le terrain comme on a eu fait avant le drame. Mais maintenant, on passe pour l'instant par ces œnosessions auxquelles vous répondez bien, et aussi à travers le mentorat, et ça c'est une vraie fierté pour l'association des œnologues de Bordeaux aujourd'hui, d'avoir autant d'étudiants qui s'impliquent avec les différents adhérents de l'association. L'association justement c'est votre association d'alumni, et on compte sur vous pour la perpétuer dans le temps. Notamment justement au niveau de ma commission, la commission étudiante, la Comète, où avec Alexandre et Bérangère, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais elle est à Cognac, donc elle est avec nous par l'esprit, par le spirit. Voilà, rien ne vaut les étudiants ou les néo-diplômés pour faire le lien avec les futures promotions. Donc, on aimerait bien compter sur votre aide pour maintenir la discussion avec les futures générations d'œnologues. Bien sûr, au-delà de la Comète, l'association en entier et le conseil d'administration est parfaitement impliqué est engagé pour vous aider dans votre vie professionnelle. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On est vraiment là pour ça. Je vais finir une petite minute, Jimmy, pour faire un petit point sur les examens. C'est bientôt le temps des examens, donc avant ça il y aura le temps des révisions. On vous souhaite donc la commission étudiante, tout le conseil d'administration et tous les œnologues de Bordeaux vous souhaitent vous disent merde, hein, pour les examens. Maintenant voilà, allez à Jacques Taest, il va falloir finir de peaufiner ces examens. Voilà, Jimmy, je vais te laisser la parole. Je vais juste finir sur mes origines. Je suis d'Armagnac, je suis landais, je suis un amoureux de l'Armagnac, et j'ai envie de me connecter. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde va vous dire tel spiritueux est meilleur que l'autre. Pour moi, c'est de la littérature. À part le bazar Armagnac, il n'y a rien. Voilà. Allez, bonne inscription. Limite le micro coupé. Limite le micro coupé. S'il vous plaît. Donc, vous avez un petit onglet. Voilà.
vous avez un onglet donc chat, un onglet aussi sondage. Donc tout au long là de l'événement, on vous invite à utiliser le chat pour pouvoir interagir avec nous et notamment poser vos questions. Voilà, à tout moment, Alexandre, il va suivre ce qui se passe sur le chat et dès qu'il y aura des questions, on va les faire remonter aux intervenants et surtout, on va essayer de vous faire venir sur scène pour que vous puissiez les poser directement, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Rapidement sur le thème, donc les spiritueux, tour d'horizon d'un secteur dynamique. Alors pourquoi on a choisi ce thème? Alors déjà, en fait, on trouve que les spiritueux en France, c'est vraiment un secteur d'activité assez massif. La France est le premier producteur européen de spiritueux. Ça représente en fait 600 millions de litres produits chaque année. Alors tout confondu, tout ce qui est liqueur, eau de vie, de fruits, de vin. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est 9 milliards d'euros par an. Donc c'est un chiffre d'affaires assez conséquent. Et en termes d'emploi, ça correspond à 1000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Donc derrière, l'intérêt pour vous en tant que jeune œnologue, c'est clairement des perspectives de carrière, d'emploi ou d'emploi dans les entreprises qui gravitent autour de ce milieu. Deuxième point, les spiritueux, c'est très implanté dans notre région, à savoir le sud-ouest, avec notamment 2 régions productrices, le Cognac avec plus de 78 000 hectares de vignobles et aussi l'Armagnac avec 15 000 hectares de vignobles. Donc c'est la seconde raison pour laquelle on a choisi aussi d'en parler. Je vais pas m'étendre beaucoup plus. Ah si, et ce que je voulais aussi dire, c'est le dynamisme de cette filière. Effectivement, Bordeaux traverse actuellement une crise qui est renforcée par le Covid. Et vu de la place bordelaise, les filières du Cognac et de l'Armagnac semblent bien résister et bien tenir face à cette crise. Et je pense que ça va être intéressant d'en parler avec nos invités. Pour voir en fait comment font ces filières pour s'en sortir et peut-être ça nous permettra d'en tirer des enseignements. Donc aujourd'hui, nous aurons donc 3 intervenants, Marie-Claude Ségur qui travaille pour le BNIA, Mathilde Boisseau qui est directeur technique pour la maison NC et monsieur Jean-Michel Naud qui est PDG des distilleries de la Tour. Donc je vais pas parler beaucoup plus et je vais laisser donc la parole à nos invités, je vais les laisser se présenter. Donc on va pouvoir faire un tour de table. Donc je vais laisser la parole déjà à Marie-Claude. Allez-y, je vous laisse prendre la parole. Ok, bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous ce soir pour parler spiritueux. Donc effectivement, je travaille à l'interprofession de l'Armagnac, le BNIA, Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac. Je suis en charge du pôle technique. Parmi lesquelles activités, on peut citer un programme de recherche et développement, la formation de professionnels, du contrôle qualité, de la réglementation technique, de la dégustation, voilà, tout ce qui a trait à la technique dans une interprofession, sachant qu'on est une toute petite structure. Donc, je suis toute seule, en fait, voilà, sur la technique à l'interpro. Et je suis donc issue de Bordeaux, bien entendu, il y a fort longtemps. Je suis sortie en 86 après avoir étudié à l'université de Toulouse, donc je suis arrivée à Bordeaux. Après un tout petit passage dans le Roussillon, je suis arrivée à Armagnac. Un peu au hasard de la recherche d'un emploi. C'est pas spécialement les spiritueux qui m'ont attirée, c'était le fait de travailler justement à l'époque sur un programme de recherche naissant, en lien avec la faculté d'énologie de Bordeaux et le laboratoire du professeur Bertrand. Et voilà, donc c'est ce qui m'a attirée en Armagnac et c'est l'Armagnac, les alambics, la distillation qui m'y ont retenu et j'y suis toujours avec de ce fait, depuis cette époque, une évolution des missions. Voilà pour faire court. Merci Marie-Claude. Je propose à Mathilde de prendre la suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je m'appelle Mathilde Boisseau et je
suis directrice vigne et vin pour la maison NC. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une propriété viticole de 180 hectares à s'occuper, à gérer, un pôle de recherche et développement et deux autres pôles, un qui est consacré à l'accompagnement technique des viticulteurs avec lesquels on travaille et un autre pôle qui est consacré au déploiement de la certification environnementale et de la viticulture durable d'une manière générale au sein de nos partenaires viticulteurs. Un point par rapport à ce sujet, NC, c'est 33 000 hectares d'approvisionnement et 1600 viticulteurs partenaires. Donc, si vous voulez, ça nécessite en fait le fait de s'adresser à ces viticulteurs et de pouvoir les accompagner dans toutes les démarches qualité et environnementales qu'ils peuvent avoir. Voilà, quelques mots sur mon parcours. Donc moi j'ai passé un diplôme d'œnologue, alors je sais plus Jimmy, je sais plus quelle année, mais je fais de la promo de Jimmy en tout cas. C'est 2011. 2011, voilà, très bien, ça passe vite. 2011 et j'ai fait un DNO après une école d'ingénieur, je fais l'école d'ingénieur de Purpan. Ensuite j'ai commencé à travailler dans le Bordelais pour les vignobles Lurton et après j'ai travaillé pour la famille Cazes au château Lingevage, Orme de Pèze pendant 4-5 ans à peu près à Bordeaux. Et puis, j'ai eu une opportunité de revenir en Charente. Je dis revenir parce que c'est ma région natale. Et voilà, je suis issue d'une famille de viticulteurs et cueilleurs de crus. Donc, quelque part, je connaissais un petit peu cet univers-là. Pour autant, j'avais fait le choix dans mon parcours de pas du tout m'orienter dans cette région-là parce qu'à l'époque, c'était la crise. C'était la crise du cognac quand j'étais adolescente. Et donc, j'avais eu le message familial de dire surtout pas ce métier et surtout pas cette région. Une autre région viticole, pourquoi pas, mais pas la Charente. Voilà pour la petite histoire. Le fait est que je suis retournée en Charente et que je suis ravie d'y être aujourd'hui compte tenu de la conjoncture. Voilà. Rapidement pour mon parcours. Merci Mathilde. Maintenant, on va laisser la parole à Monsieur No. Je vous laisse nous parler de votre parcours et aussi de votre activité, de votre entreprise. Oui, bonjour. Alors, bon, moi, je suis le vieux de l'étape parce que je suis sorti de Bordeaux il y a bien longtemps, 82. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, parce que j'ai un écho. Donc voilà, moi je suis charentais d'origine, Charente-Maritime. Je suis fils d'agriculteurs du sud de la région. Et après mon diplôme, j'ai travaillé un petit peu. Surtout, j'ai pas voulu quitter la région parce que j'étais toujours très tiré et attaché aux produits mais pas qu'au cognac. Parce que je suis plus attaché au vignoble qu'aux produits. J'ai travaillé pendant 5 ans comme directeur technique dans une petite maison de cognac et en 88, j'ai quitté cette maison pour créer ma propre structure. Donc j'ai créé en 1989 Distillerie de la Tour qui était vouée à être avant tout un bouilleur de profession. Donc mon travail c'était d'acheter des vins, de les distiller et de revendre les eaux de vie à des embouteilleurs, de la place. Et puis 89, il y a eu une petite embellie parce que on était quand même le vignoble de Cognac a vécu de longues crises. 89, il y a eu une petite embellie. 90, il y a eu une grosse chute au Japon parce que c'était le seul marché qui tirait le marché du cognac. Et couplé à ça, le gel de 91. Et là, nous sommes rentrés dans un cycle un petit peu infernal, donc descente aux enfers pendant plus de 15 ans. Et il faut se rappeler que dans les années 2000, le cognac n'absorbait que 30% de la production du vignoble charentais. Donc il y avait en plus à cette époque-là une grosse surface et de grosses productions. On était à des productions de plus de 10 millions d'hectares, on était entre 12 et 13 millions d'hectares. Donc, mon parcours d'énologue m'a amené à me diversifier parce que c'était ça ou mourir, parce que à cette époque-là, il y avait quand même très peu. Seuls les distillateurs affiliés aux grandes maisons essayaient de sauver les meubles.
Pour les autres, eh bien, il fallait trouver d'autres portes de sortie. Et eh bien ma formation d'énologue m'a poussé à aller trouver des débouchés. Et Distillerie de la Tour s'est développée, avec la crise du cognac. Plus le cognac s'enfonçait, plus on avait de disponibilité pour travailler sur un certain nombre de produits qui allaient des jus de raisin jusqu'aux distillations obligatoires. Et donc on a petit à petit développé nos activités, avec bien sûr toujours le cognac comme cœur de métier, mais c'était quand même à cette époque assez compliqué. Et on a fait énormément de vins de table, de vins de base mousseux, de jus de raisin, de pays-tiers, des vins vinés, enfin tout ce qu'on pouvait faire à partir du vignoble charentais. Et j'ai gardé malgré l'évolution, je dirais heureusement heureuse et positive du marché du cognac, j'ai quand même gardé ces trois pieds. Donc mon activité principale c'est le cognac, mais j'ai gardé une activité vin. On a trois sites de vinification. Et une activité dite industrielle, parce qu'à une époque il y avait tellement d'excédents qu'on savait plus quoi faire, et nous sommes devenus ce qu'on appelle distillateurs d'État. En dehors de la distillerie charentaise dans laquelle on produit le cognac, on a une unité de distillation industrielle qui nous a permis à l'époque de concentrer des jus de raisin, de distiller des vins d'excédent, et aussi de produire des alcools industriels, ce qu'on appelle des alcools sur fin. Donc j'ai gardé toujours ces trois activités et on a développé l'entreprise autour de ces trois activités. Et plus récemment, avec le redémarrage du cognac, on s'est trouvé confronté à un problème d'approvisionnement, de sourcing, et on a décidé, il y a bientôt maintenant 5-6 ans, d'intégrer l'amont et d'avoir une activité viticole. Donc aujourd'hui, de façon à sécuriser un peu nos approvisionnements. Donc aujourd'hui, on a 4 activités au nom de Distillerie de la Tour. On a l'activité viticole, on a à peu près 130 hectares de vignes. L'activité cognac, distillateur, marchand gros, éleveur, avec donc des chais de vieillissement. Une activité vin avec 3 sites de vinification. Alors on vinifie ce qui reste à vinifier en Charente, puisque Cognac absorbe aujourd'hui 98% de la production. Donc on a une activité, on a un vendangeoir où on fait un peu de vin de cépage et des vins de table. Après on va en dehors de la région, on va un petit peu dans le Gers quand on a la possibilité. Et puis le côté industriel, donc on a développé cette unité industrielle avec une unité de concentration, une unité de distillation, une unité de rectification qui nous permet depuis de nombreuses années maintenant d'intervenir sur le marché des spiritueux et de la vodka en particulier, où il y a quand même quelques grosses marques qui se sont intéressées, qui se sont développées sur ce marché-là, de vodka premium, aussi bien grain que raisin. Nous, on est spécialisé dans le raisin, et ce qui nous a permis, et grâce à cette unité, nous a permis d'être sur ce marché et continuer notre développement. Et aujourd'hui, on parle de spiritueux, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, le développement des spiritueux dans la région de Cognac, en dehors du Cognac, bien sûr le Cognac c'est le produit phare, mais se voit aujourd'hui, il y a une activité relativement importante, il y a des émulations, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup d'inventivité au niveau de ces produits, de ces spiritueux, en général des spiritueux blancs, qui permettent une évolution. Les gens sont très inventifs, quoi. Et donc nous, on a des outils en tant que producteurs pour répondre à ces demandes. Voilà. Distillerie de la Tour, c'est 70 à 80 personnes, et on est à 99% sur des produits vrac. Nos clients sont des embouteilleurs. On a pour la vitrine une petite activité bouteille sur l'ensemble de notre gamme, avec des vins jusqu'aux spiritueux, mais qui est plus une image qu'une activité proprement dite, bien qu'elle est existante. Voilà ce que je peux vous dire en présentation. Bon, merci, c'est déjà un bon aperçu de votre activité.
Moi, j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, notamment là par rapport au cognac, c'est la crise, donc la crise assez violente qui a traversé la filière du cognac, donc il y a 15-20 ans, et on peut voir donc qu'elle s'est relevée, qu'elle s'est diversifiée. Et moi, la question, c'est est-ce que malgré le Covid, vous avez le sentiment que du coup le marché reste ferme, qu'il n'y a pas forcément de déclin, ou est-ce que vous aussi vous souffrez, vous voyez que vous souffrez au niveau de vos activités, alors cognac, mais aussi effectivement on peut parler de l'Armagnac, qui souhaite répondre. Moi, je peux dire un mot, si vous voulez. Je pense que globalement, c'est quand même aussi assez lié à chaque maison. Mais un des enseignements qu'on peut avoir vis-à-vis de cette crise-là, c'est qu'il y a un grand nombre d'entreprises à Cognac qui ont aussi créé, d'un point de vue commercial, des relais de croissance. Donc, bien entendu, enfin, moi, si je parle d'un point de vue NC, oui, il y a un impact, mais il y a un impact sur lequel on résiste. Et on essaye de limiter, les choses grâce à ces relais de croissance, notamment les États-Unis, notamment la Chine qui reprend, etc. Donc c'est aussi en tout cas pour, je pense que c'est très propre à chaque maison et aux relais de croissance qui sont installés. Mais typiquement, en tout cas, on se trouve pas dans la situation qu'on a pu connaître, que Monsieur No a présenté avec la crise du Japon, etc. Parce que on a aussi appris de ces crises-là, d'un point de vue commercial. Oui, un Armagnac par rapport aux grandes difficultés du Covid, il y a eu bien entendu une baisse d'activité et de vente sur 2020, mais qui est assez disparate finalement selon les marchés. Et curieusement, par exemple, sur les États-Unis, on a eu une baisse des volumes, mais avec un maintien des valeurs. Donc, ça veut dire que les qualités haut de gamme ont continué à se vendre. Aujourd'hui, on a une remontée des États-Unis, une remontée de la Chine, qui sont effectivement les deux gros marchés export en dehors de l'Europe. Donc, bon, ça a forcément fragilisé les maisons et stressé pas mal de monde, mais je pense que les marchés sont pas perdus et qu'ils repartent maintenant. Et en France, nous, la particularité de l'Armagnac par rapport au cognac, c'est qu'on a des ventes en France qui sont très significatives en pourcentage, puisqu'on est pas loin des 50%. Donc en France, il y a eu une baisse des ventes, mais en fait, je crois que les difficultés principales viennent pour les gens qui essaient de s'installer sur le marché parce qu'ils avaient aucun relais de vente, donc ils ont évidemment pas pu s'installer. Ce qui est curieux, c'est de voir le comportement du marché de l'Armagnac chez les cavistes. Qui a finalement profité du Covid. Les gens ne sont plus allés au restaurant, mais ils sont allés chez les cavistes, ils ont acheté des grands vins, ils ont acheté des armagnacs, probablement des cognacs aussi. Et les ventes sur la Noël et toutes ces périodes-là chez les cavistes ont été excellentes et meilleures que l'année d'avant. Alors bien sûr, ça profite aux gens qui sont installés. Voilà. Oui, si je peux revenir sur le cognac pour compléter ce que vient de dire Mathilde, effectivement, cognac, je pense, est un des secteurs qui a le moins souffert parce que effectivement, beaucoup plus positionné à l'export, hein, 98% de l'activité quasiment de la production est exportée. Il y a eu un à-coup effectivement très important au mois de mars l'année dernière, puisque les ventes se sont quasiment effondrées, mais elles sont tout de suite reparties. Et ça, c'est grâce à la typologie des metteurs en marché. Si on compare, parce qu'on le fait souvent, cognac, armagnac, on n'a pas du tout les mêmes intervenants. Et si cognac aujourd'hui vit cette crise assez bien, faut quand même reconnaître, c'est grâce à la puissance des intervenants. Vous avez les leaders mondiaux qui sont là, LVMH, Pernod Ricard, Rémy Cointreau,
ce sont des vraies locomotives qui poussent, et effectivement ils sont sur tous les marchés, et c'est grâce à eux si Cognac voit aujourd'hui passe cette période difficile sans trop de difficultés. On est, je crois, aujourd'hui à un petit peu plus de moins 5% par rapport à l'année dernière. Et je crois qu'on est reparti à la hausse ces derniers mois. Donc le Cognac passe ces moments difficiles, je dirais, assez facilement. Et puis il y a aussi les spiritueux autres. Alors les spiritueux, ce sont tous ces nouveaux spiritueux qu'on voit dans la région, les gins, qui maintenant représentent des volumes significatifs, les vodkas, qui sont des produits haut de gamme et qui là aussi, les whisky aussi, parce qu'on parle aussi de whisky à Cognac, intéressent le marché des cavistes. Et aujourd'hui, les cavistes ont très très bien fonctionné, puisque la plupart des bars étant fermés, les consommateurs se sont retournés sur les cavistes. Et là, il y a eu une activité relativement importante. Et nous, on a quelques clients qui distribuent leurs produits en France et ont vu leurs chiffres bien augmenter ces derniers mois grâce à l'activité des cavistes. Donc aujourd'hui, pour Cognac, ça se passe quand même, je crois, pas mal, quoi. Moi, j'ai une question pour vous, Jean-Michel. Vous parlez donc de ces nouveaux alcools, notamment les gin, vodka, whisky. Est-ce que ceux qui sont produits à Cognac sont produits à partir d'eau de vie de vin, ou ils sont produits à partir d'autres matières premières que le raisin? Non, il y a pour Mathilde, est-ce que NC a investi dans ce segment? Est-ce que NC ou d'autres filières ou filiales d'entreprises LVMH investissent dans ce... Alors, qui répond? Allez-y, je vous en prie, monsieur No. Allez-y. Oui. Merci. Alors, non, l'origine botanique des spiritueux, elle est diverse. Bon, ces deux catégories, c'est soit le grain, soit le raisin. Nous, on est spécialisé raisin du fait de notre positionnement, mais quand on parle de vodka comme par exemple Grégousse, qui est une vodka connue comme vodka premium, c'est une vodka de grain. Et quand on parle de Ciroc, qui est pour moi la 2 ou 3e vodka premium, c'est une vodka de raisin. Donc il n'y a pas de règle, mais les deux origines sont utilisées. Après il y a certaines maisons se sont spécialisées, ont fait ont pris le raisin comme emblème et déclinent le raisin sur tous ces produits-là. Après, on peut les autres travaillent sur du grain parce que c'est plus facile, l'approvisionnement est plus facile et puis bon, c'est un produit qui est quand même relativement noble. Après, les autres origines comme la betterave, c'est un peu plus standard, donc c'est plus voué à alimenter les marchés d'entrée de gamme. Oui, alors moi je peux répondre pour le groupe à ta question, Jimmy. Alors non, NC ne fait pas autre chose que du cognac. Pour autant, on est adossé à un groupe LVMH et dont la partie vin et spiritueux qui est le MH. Le H, c'est pas Hermès, c'est NC. Souvent, on pense que c'est Hermès. Oui, on possède d'autres alcools, notamment Belvédère, notamment Glenmorangie. Enfin voilà, il y a whisky, il y a vodka. Principalement, de manière récemment un rhum qui a vu le jour. Donc oui, on a tout un tas d'autres alcools, mais qui aujourd'hui ne sont pas faits forcément à base de raisin. Marie-Claude, est-ce que vous observez cette même tendance sur l'Armagnac ou au contraire c'est resté, on va dire, un peu plus traditionnel, on va dire moins diversifié?
Quelle est votre vision sur votre filière? Alors, les armagnacs font avant tout de l'armagnac. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Il y a une diversification, oui, bien sûr, on le ressent aussi. Il y a un certain nombre de petits opérateurs qui se lancent sur voilà, des produits un petit peu de garage, de type gin par exemple, un certain nombre de liqueurs également. Il y a également l'évolution à Armagnac, comme j'imagine à Cognac, d'un marché de brandy qui sont des eaux de vie de vin associées à du distillat de vin et qui sont commercialisées un petit peu partout dans le monde avec les codes du cognac et de l'armagnac. Donc, effectivement, ça, ce sont des productions qui se développent en armagnac également. Alors, je fais juste un petit intermède. Là, on avait lancé quelques sondages là sur donc aux étudiants. Le premier, c'était êtes-vous intéressé par une carrière dans les spiritueux? On a à peu près 50-50, c'est-à-dire qu'on a eu la moitié des étudiants qui ont répondu non, et l'autre moitié qui a répondu oui. Donc, c'était mitigé. Et la seconde question qu'on avait posée, c'est c'était pas une question piège, mais quelle était la proportion de cognac vendu à l'export. Donc, on avait mis en choix 98%, 55%, 30%. Et effectivement, 85% des personnes qui ont répondu ont mis la bonne réponse, c'est-à-dire 98%. Il fallait bien écouter donc, Monsieur bien, No. je pense que les cours. Pardon, qu'est-ce que tu as dit, Alexandre? Je dis, il fallait bien écouter Monsieur No, il l'a dit dans son intervention. Oui, exactement. Ouais. Et ça, c'est vrai que je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et je pense que c'est un peu unique dans. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple dans d'autres filières d'alcool ou même d'autres produits où il y a un tel taux d'export. Et d'après vous, est-ce que ça fait aussi partie des raisons du succès du cognac, entre autres? Enfin, moi, je peux me lancer sur une première réponse. Oui, c'est indéniablement une des raisons du succès, tout simplement parce qu'on s'adresse à des marchés où il y a énormément de potentiel. Il y a un autre élément qui est très historique, c'est la proximité de la Charente, qui a déjà, de manière très historique, ancré ce produit-là sur les fleuves, etc. De la même manière qu'on constate qu'un grand nombre de négociants qui se sont installés en Charente sont pas forcément d'origine française. Si je prends le cas d'Annecy, ce sont des Irlandais qui sont ensuite rapprochés d'une famille de maîtres assembleurs, maîtres de chais, tonneliers, donc là qui était française. Mais je crois que la curiosité, l'intérêt pour les autres cultures et donc ensuite l'export et le voyage de tous ces produits-là a vraiment été clé dans le succès aujourd'hui du cognac. Je rajouterai une chose, c'est aussi, je pense, la capacité, la sincérité que la région de Cognac a pour considérer la manière de consommer le produit. Je m'explique. Aux États-Unis, un grand nombre d'Américains consomment le cognac en cocktail, avec des softs, en long drink, etc. Et je crois que le cognac a eu aussi cette capacité-là à un petit peu dédramatiser et à s'adapter à la consommation des différents pays et à ne pas rester forcément sur une consommation très franco-française du verre au pied de la cheminée, etc., qu'on chauffe, tel qu'on a, nous, dans l'imaginaire. Je crois qu'il y a eu ça de manière assez historique. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter un mot à ce qu'a dit Mathilde? Moi, j'aurais une question.
Oui. J'aimerais savoir un peu si vous arrivez à avoir une vue d'ensemble sur. Nous, on sait que sur le vin, on a de plus en plus de mal à avoir des consommateurs assez jeunes. Est-ce que sur vos produits, enfin assez jeunes, j'entends, qui ont le droit bien sûr de l'âge légal pour boire, mais en tout cas sur les consommateurs, est-ce que vous avez une vue d'ensemble sur qui consomme, comment c'est consommé? Vous parliez de cocktails notamment sur d'autres pays. Est-ce que vous avez une vue un peu plus globale de ça? Alors, à notre échelle, oui. On a une bonne visibilité, une bonne vue sur les différents types de consommateurs, les modes de consommation, puisque ça fait aussi des campagnes, ça fait partie des campagnes marketing qu'on peut avoir en s'adaptant à chaque culture de chacun des pays. On ne cible pas une campagne marketing sur un produit de la même manière en fonction du pays dans lequel on décide de s'installer et de prendre des parts de marché. Donc, oui, on a là-dessus, on a la chance d'être suffisamment structuré et de pouvoir identifier ces différentes cibles. Alors, sur l'Armagnac, on n'a pas partout dans tous les pays de données précises sur l'âge des consommateurs, mais c'est évident qu'il y a une évolution effectivement de l'âge des consommateurs, puisque l'Armagnac, c'est une eau de vie qui a une image très digestive, très classique. Et effectivement, on a une partie des consommateurs qui sont des personnes un petit peu âgées qui le boivent de manière très classique. Mais par contre, il y a aussi une nouvelle génération de consommateurs, certains qui n'hésitent pas à utiliser l'Armagnac en cocktail, et c'est pas forcément très intuitif ou aussi intuitif qu'avec de la vodka, mais il y a plein de cocktails maintenant très haut de gamme qui sont faits avec des super produits et les mixologues n'hésitent pas à les utiliser. Et puis, il y a également des eaux de vie beaucoup plus confidentielles, de niche, des produits bruts de fût, de cépage, etc. Et toute cette tendance de consommation craft qui intéresse énormément les gens et intéresse encore plus les jeunes. Ils sont vraiment en demande de connaissances, de technicité, de spécificité, de comment est-ce qu'on a fait ce produit, quel est le cépage, quel type d'alambic a été utilisé, à quel degré le produit a été distillé. Et ça, ce type d'information-là, ce type d'approche intéresse certainement plus les jeunes que les anciens dégustateurs. C'est hyper intéressant, ça veut dire que l'aspect technique, ça intéresse vraiment toutes les nouvelles générations, c'est ça, c'est le qualitatif qui les intéresse. C'est ça, c'est la connaissance, c'est la connaissance qu'on n'a plus du tout envie de déguster, même si c'est bon juste pour se faire plaisir, on a envie de comprendre ce que l'on déguste, de comprendre ce que l'on boit. Et de ce fait, c'est vrai que pour ce sujet-là, enfin pour ce type d'approche-là, voilà, les eaux de vie comme l'Armagnac ou comme les cognacs également ont vraiment des atouts parce qu'il y a plein de choses à raconter. Et là, je fais le lien avec, puisqu'on n'est pas en face d'étudiants en commerce, donc on va pas leur faire un cours de marketing, que du reste, nous ne sommes pas marketeurs, mais pour faire le lien avec les futurs œnologues que vous êtes, ben c'est justement voilà une partie vraiment intéressante du métier que de savoir distinguer, même dans les spiritueux, pas uniquement dans les vins, les qualités des produits en fonction des cépages, parfois des terroirs quand c'est possible, en fonction des types de fûts utilisés, des chauffes utilisées, de l'alambic, du degré de distillation, des réglages de l'alambic. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire en technique et ensuite à valoriser, à raconter au niveau commercial. Donc, le métier d'énologue, là, sur ce sujet-là, je pense que c'est un fil conducteur aussi intéressant que dans le monde des vins. Oui, ce qu'on a découvert aussi depuis quelques années, c'est qu'il y avait des choses à raconter.
On est revenu sur vraiment le storytelling, comme on dit, mais c'est du vrai storytelling. On a besoin et on a de la matière. Et puis aussi, ce qu'on a découvert, et je crois que là où les grands groupes ils sont vraiment pour quelque chose, c'est qu'il y avait une possibilité, un potentiel d'innovation, même sur des produits très traditionnels comme le cognac et l'armagnac. Il y a de l'innovation sur le produit, il y a des choses à raconter. Il y a beaucoup d'innovation marketing. Je pense que la maison ici est très forte là-dessus. Il y a énormément de choses qui sont faites. Et puis après, sur les autres spiritueux, alors là, le champ est beaucoup plus vaste, hein, parce que la réglementation est complètement différente. Hein. Armagnac, cognac, nous sommes dans des appellations d'origine contrôlée où on ne peut pas faire n'importe quoi. Par contre, sur les autres productions, notamment les gins, les vodkas ou les spiritueux en général, c'est beaucoup plus vaste. Et alors là, aujourd'hui, l'innovation, elle est quotidienne, quoi. Et les techniciens, les œnologues ont vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là. On a besoin de s'appuyer sur de l'expérimentation, sur des choses très techniques pour pouvoir présenter. Bon, il faut toujours faire un peu le buzz, quoi. Mais il faut raconter quelque chose qui tienne la route. Donc, il faut que tout ça, quand il y a un produit qui sort, on explique pourquoi il a été construit, comment il a été construit. Et là, il y a un rôle technique, je crois, qui est très important. Et les œnologues, à ce niveau-là, ont un rôle à jouer. Alors, je ne sais pas si ça a évolué au niveau de la formation, mais moi, je sais que quand je suis sorti, il y avait Bertrand qui nous faisait 2 heures de cours sur les spiritueux, et puis c'était tout. Et la formation, elle se faisait sur le tas. Hein. La formation de maître de chai, c'est une formation qui prend plusieurs années, voire quelques décennies. C'est un petit peu dommage. Je sais pas si au niveau de du cursus aujourd'hui, au niveau de la fac, si on intègre un peu plus la partie spirituelle qu'auparavant. Et pour compléter pardon, Jimmy, mais pour compléter ce que disaient mes 2 intervenants, nous, on constate qu'il y a de plus en plus, de la part de nos consommateurs aussi, un souci de la manière dont on produit les raisins. Et je parle là de la partie environnementale et de la partie durable, entre guillemets. On a de plus en plus de gens qui sont très intéressés sur ces pratiques-là et qui sont soucieux quand ils achètent une bouteille de savoir de quelle manière ça a été fait. Du coup, là, je rebondis sur la question, sur le programme. C'est intéressant que les étudiants puissent répondre sur le contenu qu'ils ont eu sur l'enseignement sur les spiritueux pour avoir une idée de ce que ça a pu représenter. Donc, si vous pouvez répondre sur le chat, ça serait intéressant. Si quelqu'un d'entre vous veut prendre la parole, on est prêt à le faire venir sur scène. Ce sera avec plaisir. Moi, j'avais une question, pareil, pour rejoindre le côté technique et surtout l'intérêt pour les œnologues, enfin pour cette filière, c'est en fait, est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire comment se structurent vos filières, c'est-à-dire Armagnac, Cognac, et surtout quel type de structure est plus à même ou recherche ou emploi des œnologues, jeunes ou moins jeunes, expérimentés, moins expérimentés. Je ne sais pas si vous êtes capable de nous donner quelques éléments de réponse. Voilà. Je vous laisse. Alors, en Armagnac, donc, il y a plutôt, alors, il y a essentiellement au niveau de la production, essentiellement des producteurs indépendants de taille assez importante, puisque l'Armagnac est donc situé sur un terroir où on produit également beaucoup de vins IGP Gascogne. Et c'est du reste la majorité de la production viticole qui part dans cette destination. Donc, pas mal de propriétés font à la fois du Gascogne, un peu de flotte de Gascogne et de l'Armagnac. De ce fait, les œnologues qui sont embauchés dans ces propriétés-là touchent aux 3 produits et je pense que c'est intéressant pour eux. Alors, ils touchent aux 3 produits, mais ils ne sont pas forcément très spécialisés Armagnac. Hein. Et du reste, à arriver dans la région, voilà, il faut un petit peu de temps pour
comprendre un petit peu les spécificités techniques de l'énologie en Armagnac, parce qu'il y en a, comme à Cognac, hein, on ne fait pas du vin de distillation comme on fait du vin de consommation. Il y a un certain nombre de règles qui sont un peu contre-intuitives et donc voilà qu'il faut apprendre à apprivoiser. Notamment la gestion de l'absence d'anhydride sulfureux, ça s'invente pas tout à fait à l'école. Et puis ensuite, donc il y a des caves coopératives, bien sûr, et de plus en plus, même si ça représente pas beaucoup d'emplois, mais de plus en plus les négoces spéciales Armagnac, malgré tout, embauchent des techniciens qui ont une formation en énologie. C'est pas toujours des énologues, c'est parfois des BTS vitionaux. Mais voilà, on est passé du stade, oui, on prend quelqu'un qui a de l'expérience, qui aime déguster, etc., à maintenant un besoin de personnes qui a une formation, et la formation en énologie ou en viticulteur énologie, c'est la base, y compris ensuite pour être maître de chai. Donc oui, il y a besoin de personnes formées. Il n'y a pas un capital, une offre très importante, mais il y a des besoins. Bon, sur les Charentes, je pense que c'est la même chose. Moi, je vois, il y a 3 niveaux. Donc, il y a la partie viti, qui aujourd'hui se développe de plus en plus avec la part encore grandissante du côté environnement. Je pense que Mathilde peut en parler mieux que moi. Là, on a besoin, et il y a de plus en plus de grosses structures. Il y a des regroupements aujourd'hui. Je crois que la surface moyenne du vignoble du viticulteur charentais doit augmenter, mais on voit qu'il y a de belles structures. Et là, les gens qui dépassent les 100 hectares ont besoin de se faire accompagner. Donc peut-être pas forcément par un énologue, mais il y a toujours souvent il y a des BTS énologues ou énologues ingénieurs qui peuvent intervenir dans ce domaine-là. Après, il y a la partie production, distillation. Là aussi, il y a de plus en plus de belles structures de distillation où là, donc le distillateur, c'est l'intermédiaire entre le viticulteur et le négociant. Il y a plusieurs rôles. Hein. C'est le conseiller, c'est effectivement le transformateur, c'est celui qui assure des volumes, c'est celui qui assure des qualités. Et là, il a besoin effectivement de se faire accompagner. Une formation d'énologue est indispensable puisqu'on touche le produit, on touche le vin. Par contre, il y a aussi un besoin de connaissances sur le produit cognac, sur le spiritueux. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, souvent, en première expérience, les énologues qui arrivent sont un petit peu manquent un petit peu de connaissances sur le produit. Et puis le troisième domaine que je vois, moi, c'est sur la finition. Donc, c'est sur l'élevage, c'est sur l'élaboration du cognac pour les emmener jusqu'à la mise en bouteille. Là, on va sur le profil du maître de chai. Où là aussi, je pense qu'un profil énologue est un bon profil, mais qui a besoin de vécu, qui a besoin d'expérience, qui a besoin de stage. Et là, je pense que la formation est un petit peu légère d'un point de vue au niveau du diplôme d'énologue. Donc voilà les 3 domaines qui sont aujourd'hui demandeurs, hein, que ce soit la partie production viticole, que ce soit la partie distillation ou la partie maître de chai qui ensuite évolue en fonction du type de produit, sur le côté R&D. Parce que à partir du moment où la maison est un peu structurée, qu'elle a une activité commerciale à l'export, il faut d'innovation, quoi. Il y a des choses très intéressantes à faire pour un énologue dans ce domaine-là, je crois. Alors, on a une question. Normalement, j'ai invité l'étudiant.
Si ça marche, vous l'aurez dans quelques secondes. Oui, je crois que Mathilde voulait parler. Pas grave, je ferai après. Pardon, vas-y Mathilde, le temps que ça arrive, de toute façon, c'est... Ok, je voulais juste compléter. Donc, en effet, dans les grandes maisons, c'est des profils qu'on recrute à plusieurs points de vue, hein, sur l'accompagnement technique, le conseil, sur la partie R&D, comme le disait M. No. On a des doctorants, on a des œnologues et même des gens qui ont été plus loin que le diplôme d'œnologue. Vous pouvez parler, aussi, mais après je vais il y a aussi une partie, bien entendu, rattachée directement à la production. Et je rejoins une fois Monsieur No, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, d'expérience, toucher du doigt la dégustation dans une grande maison, le référentiel est assez différent de ce qu'on apprend dans le métier d'œnologue. Donc, le métier d'œnologue nous donne des bases. Pour autant, il faut faire preuve de pas mal d'humilité quand on arrive dans cette région-là pour se remettre, se recaler sur des spécificités régionales. Et je dois vous dire que moi, j'ai mis un petit moment pour oublier un peu mes repères d'un point de vue dégustation, notamment vin rouge, vin de bouche rouge de Pauillac, quoi. Et autre point sur les métiers, je trouve que, enfin, mon constat, c'est que les laboratoires d'œnologie et de conseil se développent beaucoup aussi en Charente, puisque l'augmentation des surfaces et le grossissement des viticulteurs, quelque part, ils ont de plus en plus de gens, besoin de personnes qui peuvent les accompagner dans leur vinification. Et nous, on constate tous les jours qu'on a des viticulteurs qui ont d'assez grandes surfaces qui font appel à ce type de prestations et qui prennent du conseil, voire qui embauchent des personnes qui ont une formation d'œnologue pour la partie vinification. Et là, il faut arriver à être assez polyvalent parce que les vinifications et la distillation, c'est une partie de l'année. Donc, c'est aussi avoir quelques notions d'un point de vue viticole, mais en général, c'est pas un souci. Il y a également du travail sur la partie des instituts techniques. On a un développement quand même des compétences et un élargissement des instituts techniques, que ce soit l'IFV, que ce soit la station viticole du BNIC, où il y a bien entendu un sujet pour les œnologues. Et pour rebondir sur ce que disait aussi M. No, voilà, le métier de distillateur, alors c'est pas forcément une obligation d'être œnologue, mais en tout cas, on voit l'intérêt de ces métiers-là, à condition de savoir s'adapter aux spécificités régionales. Voilà. Je vais poser une question, je pense. Vas-y, Jérôme, on te laisse la parole, on te laisse poser la question. Oui, donc vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. C'est à la fois une remarque et une question. Alors moi, donc, juste pour citer Bino et les 3 années dans à la maison qui réalise des spiritueux, gin, j'ai apprécié beaucoup les spiritueux. C'est vrai que je trouve que la formation est très limitée au niveau des distillation et des spiritueux en général. Bon, après, ça Jérôme, on pas t'entend directement pas. conseillé, mais c'est vrai. Ah. Vous m'entendez? Mieux. Là c'est mieux. Est-ce que tu peux répéter ta question depuis le départ parce qu'effectivement, Oui, je me rapproche de l'écran, alors je sais pas. Mais donc, je disais que oui, j'avais travaillé à la Maison Ferrand pendant 3 ans au niveau des spiritueux et je me rendais compte qu'au niveau du DNO, c'était assez peu présent les spiritueux, malheureusement. Pour ça, je referai plus monter l'info à Monsieur Tessèdre. Je trouve que ce serait intéressant que la part des spiritueux et de la distillation soit plus présente dans le DNO. Après, ce que je me dis, c'est qu'il y a un manque aussi au niveau des stages. Je trouve que il y a vraiment la mise en lien entre les étudiants et les grands châteaux, notamment au niveau du Bordelais. Et je trouve que c'est très peu présent, notamment à travers les maisons de cognac ou des distilleries dans la région, alors que ça pourrait vraiment faire le pont pour certains stagiaires, certains étudiants qui seraient intéressés par ce domaine-là. À titre personnel, c'est vrai que je recherche résident à Chanier dans le cognac, et c'est pas facile de trouver du coup un stage dans le coin, parce qu'on sent que c'est pas vraiment dans les habitudes, et j'ai le sentiment que ce serait quelque chose à vraiment mettre en place, et que ça permettrait de faire le lien justement entre le DNO, l'œnologie et la distillation et le cognac. Donc voilà, c'est un ressenti, bon, et une envie aussi, moi, de réaliser un stage dans le domaine, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était pour corroborer ce que vous disiez un peu précédemment aussi. Okay, merci Jérôme, je vous laisse réagir si vous voulez.
Je crois qu'effectivement, concernant les stages, il y a un gros travail à faire. Parce que oui, l'Institut d'énologie est beaucoup plus proche des châteaux et des exploitations viticoles bordelaises, sans doute, et pas assez, et peut-être et aussi l'inverse. Hein, Cognac n'est peut-être pas assez proche de l'Institut, mais il faut faire un peu de démarche commerciale. C'est vrai qu'on est très peu démarché, aussi bien on est énormément démarché pour des stages commerciaux ou administratifs, mais très peu pour des stages d'éno. Je pense que la région peut y répondre. Hein. Oui, moi je rebondis sur ce que dit M. No. On prend tous les ans des stagiaires d'éno. Alors la difficulté, il faut que la période de stage puisse correspondre à la période des vendanges, de vinification, etc. Et de temps en temps, c'est un peu décalé avec la période des vins de bouche. Voilà pour ce point-là. Et en revanche, pour le point de M. Tessèdre et de la formation, je pense que c'est vrai que on peut compléter le programme, etc. Mais en tout cas, moi, des informations que j'ai eues, notamment pour cette année, c'est quelque chose qui commence à arriver. Donc je trouve, ça n'existait quasiment pas, moi, à l'époque de mon DNO. Là, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir une fois sur une dégustation. Je sais qu'il y a eu un cours un peu spécifique sur les cognacs. Voilà, je crois qu'il faut aussi laisser un petit peu le temps. Et je suis sûre que c'est des choses qui vont s'accélérer. Oui, si je peux répondre à la patience d'un étudiant, quoi. Oui, concernant la formation, je peux intervenir aussi. Effectivement, classiquement, il y avait 2 heures sur le cognac et l'armagnac, mais depuis quelques années, il y a plus que ça. Et en particulier, nous, en armagnac, alors pas cette année évidemment, mais dans les 3 années qui ont précédé, voire 4 peut-être, on a reçu toute la promotion de DNO2 pendant une journée entière, donc avec Pierre-Louis Tessèdre qui les accompagnait. Une journée entière avec une matinée de cours masterclass et ensuite une après-midi de visite. Donc, je pense que la formation des nouveaux énologues est un petit peu plus large que celle qu'il y avait auparavant. Ensuite, ça ne remplacera pas une formation pointue en distillation. Et ça demande des intervenants pointus, particuliers, qui connaissent bien les questions de distillation, les questions de thermodynamique. Enfin, c'est des champs de compétences qu'on n'a pas l'habitude forcément d'apprendre en énologie. Et si on les a pas acquis en école d'énologue, ce qui est le cas aujourd'hui, je pense que lorsqu'on arrive en armagnac ou à cognac, ça vaut le coup très 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 rapidement de pas se laisser porter par la poésie de l'alambic parce qu'elle peut vous envahir tout de suite, mais de chercher à comprendre vraiment au fond comment ça fonctionne. Et pour ça, il y a quelques stages, notamment à Segonzac, au CIDS, qui sont des bons stages d'introduction. Donc, il faut chercher à aller plus loin et à pas chercher, à pas rester sur les connaissances énologiques que l'on a, qui sont des connaissances qui sont dans le champ de la physiologie végétale puis de la biologie. Quand on va dans le monde des spiritueux, on arrive à la distillation dans un monde qui est celui de la physique et ensuite au niveau de l'élevage, on est dans le monde de la chimie. Donc voilà, c'est d'autres champs de compétences qui s'ouvrent et qu'on n'a pas forcément acquis, mais de toute façon, quel que soit le métier que vous allez faire après, vous n'aurez pas tout acquis, hein. Moi, je suis amenée à m'occuper de réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Je vous garantis que je connaissais même pas le mot à la sortie, à la sortie de la formation. Et donc, c'est un domaine qui est pas drôle du tout, mais en tout cas, voilà, qui demande aussi forcément un complément de formation. Voilà. Alors, je crois qu'il y a des chiots qui souhaitent prendre la parole et donc vas-y, on t'écoute. Je ne sais pas si j'ai un petit souci de micro. Je sais pas si vous Non, c'est bon, on t'entend. Donc voilà, donc moi je travaillais pendant 5 ans dans le Gers, en Côte-Gascogne. Donc j'ai appris beaucoup sur le terrain, sur l'armagnac. Hein. Donc j'avais travaillé à la cave de Gerland et après je travaillais pendant 4 ans au domaine du Bi.
Et du coup, j'ai appris beaucoup sur le terrain. J'avais fait aussi une formation à BNIA, donc formation de l'Armagnac. J'avais fait participer 2 ou 3 fois à la commission de dégustation de déchets. Donc, je pense qu'on apprend beaucoup sur le terrain. Donc, je pense que c'est sur le Gers, on a l'avantage, par exemple, au domaine du on a un chai de vinification très bien équipé. Ça nous permet de faire des vins pour distiller très qualitatifs. Donc, à niveau de froid, à niveau de soit inerté. Donc, on avait un vin distillé très qualitatif. Ça, je trouve que c'est très important. Et du coup, je pense que c'est vraiment une passion parce que sur l'Armagnac, il y a tout le qu'on appelle de coupe, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, la question que j'avais à Madame Marie-Claude, je sais que par exemple, au domaine du Vie, il vient de lancer une gamme qui s'appelle Armagnac OAC. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir de l'Armagnac? Moi, je me trompe pas. Bon, ça fait 4 ans que je travaille pas là-bas. Non, ça fait 5 ans que je suis parti du Gers. Et par contre, c'est un Armagnac avec 13-14 grammes de sucre, si je me trompe pas. Est-ce que cette type d'Armagnac, ça peut faire que plaire plus aux consommateurs et faire que le vin d'Armagnac, ça se fait un peu pareil que le cognac? Alors, c'est effectivement ce type de produit n'est pas forcément un classique de l'Armagnac. Oui. C'est oak, oui, parce que c'est un vieillissement en fût neuf très 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 marqué. Et par ailleurs, il y a un niveau d'édulcoration qui est dans la norme du cahier des charges Armagnac ou cognac ou autre. Je pense que c'est un produit qui plaît. Maintenant, il y a, je crois, une volonté chez nous comme ailleurs de diversifier les types de produits. Ça fait partie des recherches d'innovation dont on parlait tout à l'heure, autant au niveau technique qu'au niveau marketing. Donc voilà, c'est un exemple de diversification. C'est-à-dire faire quelque chose de très typé, assez différent de ce qu'on peut produire de manière classique. Donc certains essayent à travers le bois, d'autres essayent à travers des qualités plus classiques, mais pas forcément valorisées jusqu'ici. Par exemple, les cépages. D'autres font des brutes de fût très marqués avec des élevages sans réduction et avec des produits qui sont vendus entre 48, 50, 52, 55 degrés d'alcool. Voilà, c'est tout à fait le type d'évolution que l'on trouve aujourd'hui. Ça fait pas forcément des volumes, mais ça fait parler des maisons et ça attire des nouveaux consommateurs. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Non, parce que je trouve que là, pendant ma promo de Denio, je trouve que mes camarades, mes collègues, ils n'ont pas la connaissance d'Armagnac, de la qualité d'Armagnac. Le cognac, ouais, ici à Bordeaux, on entend parler beaucoup de cognac et pas beaucoup d'Armagnac. Je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que l'Armagnac, il peut être beaucoup mieux que le cognac et beaucoup de choses. Mais bon, après… Alors, moi, je ne rentre pas dans la guerre de chapelle, hein, parce que j'adore le cognac et j'adore l'Armagnac. Oui, moi aussi, c'est vraiment pas le sujet. Mais je vous dis, donc, jusqu'à l'année dernière et pendant 3 années de suite, on a pu recevoir le bus entier des DNO deuxième année. Malheureusement, cette année, ça va pas se faire et puis on va avoir une formation en visio à la fin du mois. J'en suis désolée, mais l'année prochaine, si vous refaites la deuxième année, ce que je vous souhaite pas, vous serez invité chez nous. Voilà. Non, parce que moi, j'avais fait une formation avec… Et du reste, l'année dernière, on a amené la promo à Ubi. Ubi, ouais. Moi, j'étais pas, mais je sais qu'ils étaient là-bas. Voilà. Non, parce que moi, j'avais fait une formation de 3 jours avec vous, en plus, je me trompe pas. Et je sais que j'ai appris plein de choses. Donc, si on avait une formation comme ça pendant le Denio, peut-être c'était intéressant pour beaucoup de jeunes. Parce que, bon, dans le Gers, il y a quand même beaucoup de travail. Donc, il y a beaucoup de domaines qui recherchent assez de monde et ils ne trouvent pas. Donc, je pense que c'est intéressant. Donc, bon, très bien. C'est une bonne promotion d'Armagnac. Merci, Décio. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir.
Donc là, on commence à arriver au terme de l'heure. Alors juste le dernier sondage qu'on a lancé, c'était quel spiritueux appréciez-vous le plus? Donc le gin sort en premier à 32%. Donc ensuite vient le cognac qui reçoit 25% des suffrages, le rhum 21%, le whisky 11%, l'armagnac arrive avant-dernier avec 7% et enfin on a la vodka à 4%. Donc voilà, sur notre panel, donc le gin sort vainqueur devant le cognac. Alors, je ne sais pas si ça vous fait un peu réagir ou si vous êtes surpris ou pas. Ça, c'est. Moi, je ne suis pas très surprise dans le sens où c'est quand même le cognac est un produit qui a été peu consommé. Ça, c'est le premier point. Et je trouve que le gin, il y a quand même une vraie tendance en ce moment sur le sujet, avec l'apparition de plein de gammes un petit peu dans la mouvance du craft, etc. Et voilà, donc moi je suis pas hyper surprise du résultat. Oui, surtout en France. Surtout en France, parce que la France, effectivement, c'est pas le pays où on consomme le plus de cognac. Et malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits, le cognac est encore considéré comme l'armagnac, comme un produit un petit peu de l'ancienne génération. Alors que le gin, ouais, c'est fun, quoi. Il y a plein de couleurs, c'est forcément un cocktail, puis en plus c'est goûteux, quoi. Il y a c'est puissant en termes d'arômes, ça se marie plus ou moins en fonction du type de gin. Avec des arômes différents, des jus différents. Voilà, c'est de l'innovation et puis c'est fun, quoi. Voilà, c'est beaucoup. Aujourd'hui, l'image elle est très jeune. C'est bon, ils squattent les boîtes de nuit quand elles étaient ouvertes. Donc ce sondage, le résultat de ce sondage, me surprend pas. Je suis un peu plus surpris par la vodka, que la vodka arrive en dernier, parce que la vodka est quand même très consommée en France. Mais bon, c'est plutôt un complément, un support alcoolique dans les mélanges. Oui, effectivement, je trouve que pour des énologues, c'est bien que la vodka soit en dernier, monsieur No, excusez-moi. Mais parce que, il faut que ça soit super bien distillé. Mais à la fin, qu'est-ce qui reste? De l'éthanol, de l'eau. Voilà, que l'on va réduire avec de l'eau et que l'on va mettre dans une belle bouteille avec du beau marketing. Donc, c'est bien pour des énologues que la vodka soit à la fin. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Mais pour un énologue, c'est compliqué de défendre de la vodka parce qu'il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Enfin, faut avoir beaucoup d'imagination. C'est bon signe, mais ça montre que finalement, le fait qu'un produit soit un peu décomplexé ou une forme de renouveau, c'est vrai que ça lui donne un certain attrait, quoi. Je pense que dans le succès du gin, il y a cette forme de décomplexion dans la consommation qui fait que voilà, c'est un produit simple, accessible, qui peut peut-être plaire un peu plus ou du moins être plus facilement accessible que le cognac ou l'armagnac, où là, il y a quand même derrière tout un univers culturel qui est énorme, enfin à maîtriser. Après, ça reste quand même assez intéressant. Et les gens sont intéressés par l'aspect technique, l'aspect gustatif. C'est ça qu'ils recherchent surtout maintenant. C'est le côté qualité qui est recherché. Oui, sur le gin, il y a ce côté craft. Ça me fait penser aussi un peu à ces bières craft, ces bières d'abbaye où on va raconter une histoire parce que et le whisky aussi. Il y a une multitude de whisky qui sont en train de naître en France et chaque distillateur a sa propre recette. Et le gin, c'est ça. On va raconter quelque chose. On va chercher quelque chose d'innovant. Bon, bien sûr, il y a toujours la base Genièvre, la base alcoolique Genièvre. Et puis, c'est tout ce qu'on met, tout ce bouquet aromatique qu'on met autour, qui laisse des possibilités d'innovation sans limite, quoi. Et là, il y a toujours quelque chose à raconter. Il y a toujours moyen de faire le buzz, de communiquer. Et je crois que bon, les jeunes, ils aiment ça, quoi. Donc là, on arrive, là, on a déjà dépassé l'heure, donc je pense que ça va être temps d'avoir un petit peu le mot de la fin sur cette session. Chers étudiants, si vous avez quelque chose à dire ou une dernière question à poser, allez-y, c'est le moment ou jamais.
Sinon, je vais peut-être laisser à chaque intervenant dire un petit mot pour conclure. Marie-Claude, vous voulez dire quelque chose en conclusion de cet échange? Pourquoi pas, j'ai commencé, je peux aussi continuer. Peut-être ce que l'on n'a pas dit, c'est que c'est un super univers de dégustation, le monde des spiritueux. Bon, évidemment, c'est vrai dans les vins, mais on est dans un monde de parfums et donc il y a une énorme diversité de perceptions. C'est un référentiel qui est complètement différent de celui du vin, Mathilde le disait tout à l'heure, donc il y a tout un apprentissage à faire, mais une fois qu'on l'a fait, voilà, c'est super réjouissant. Bon, moi, je peux enchaîner. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Marie-Claude. Il n'empêche que c'est très différent, mais pour arriver à faire des bonnes eaux de vie, il faut savoir faire des bons vins. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience, mais c'est encore mieux quand on a des très bonnes bases. Et là-dessus, l'Université de Bordeaux, pour le coup, je lui fais confiance. Donc, je pense que vous avez en tout cas tout pour avoir un bon background. Après, ce qui fera la diff dans cet univers-là, c'est la capacité à être reproductible dans la qualité de ce qu'on peut faire, dans la qualité des assemblages. Et puis, quand on se pose un peu, qu'on réfléchit un peu, c'est aussi un univers où le process est très, très abouti. Il y a la culture de la vigne, il y a la vinification, il y a l'univers de la distillation pour lequel aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'école et quelque part c'est à la fois des rencontres de personnes et c'est aussi de la transmission de savoir-faire. On est vraiment au cœur du sujet de la transmission plus que de la formation. Il y a le sujet du vieillissement qui est passionnant, la gestion des barriques, la gestion du bois. Et puis ensuite, vous avez le sujet de l'assemblage et du blend et de comment arriver à gagner de la constance dans les qualités que vous proposez avec des stocks qui évoluent et des produits qui, chaque campagne, sont différents. Et donc ça ouvre un univers très intéressant et qui, en tout cas pour ma part, m'en a beaucoup enrichi et est venu en complément de l'expérience en vin de bouche que j'ai pu avoir auparavant. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Oui, pour compléter, aujourd'hui, le cognac, les spiritueux et le vin, ce sont deux mondes différents. Et souvent, on a peur de faire le pas parce que, moi, c'était un peu mon cas. Aujourd'hui, j'ai fait ma carrière dans les spiritueux. J'aurais eu du mal au milieu de carrière à faire demi-tour, à revenir sur les vins parce que on a acquis une expérience d'un côté et puis on a perdu de l'autre. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a encore cette barrière. On voit ça comme effectivement l'énologie au sens large, mais ce sont deux mondes différents. Et je crois que la formation, l'enseignement, les instituts d'énologie, il faut qu'ils œuvrent pour rapprocher ces deux mondes et faire en sorte que le monde des spiritueux soit plus accessible. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une évolution, on vient d'en parler pendant une heure, mais quand même une évolution très importante avec toutes les innovations, la demande du marché, l'engouement qu'il y a pour certains spiritueux. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de venir. Il y a de quoi vraiment s'éclater pour les jeunes œnologues dans le monde des spiritueux. Mais malheureusement, c'est souvent empirique et c'est de la transmission sur le terrain. Il faut vraiment jeter les ponts entre les instituts, entre la fac et le monde des spiritueux. Mais il y a un côté innovation qui est passionnant pour les nouvelles générations, je crois qu'il faut prendre en compte. Voilà, je peux que vous encourager à venir dans le monde des spiritueux. Voici, j'ai peut-être juste une petite question que personne n'a posée, c'est est-ce que vos entreprises recrutent des stagiaires ou des jeunes œnologues pour les vinifications? Ici, je pense, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, on recrute tous les ans. Alors là, c'est un peu court pour les prochaines vinifications parce que
les recrutements de stagiaires ont déjà démarré, mais on peut encore tenter sa chance. Pas de problème. Est-ce qu'on peut laisser tes coordonnées, Mathilde Ouais, il faut laisser par contre mes coordonnées pro, parce que là, c'est mon mail perso. Ouais. Voilà. Coordonnées pro, pas de problème, je transférerai à la RH. Ok, super. Oui, moi également, hein, vous pouvez laisser mes coordonnées. Nous, on prend toujours des stagiaires, que ce soit sur la partie vinification, alors vin de table, vin tranquille, que sur la partie distillation ou la partie viticole. On a toujours quelques stagiaires et avec plaisir. Je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à envoyer des CV sur les différents instituts techniques de la région Charente, la station viticole du BNIC, et puis les autres grandes maisons. Il y a plein d'autres acteurs qui ont des services, qui ont du boulot et des problématiques pour des jeunes œnologues. Ouais, le syndicat professionnel également, syndicat des bouilleurs de profession, syndicat des marchands gros. Ce sont des tremplins souvent. On fait un stage et puis ensuite on se met en relation avec le client du maître de stage qui est souvent une grande maison et puis il y a plein de choses qui peuvent déboucher. Et en ce qui nous concerne en Armagnac, c'est possible aussi d'envoyer des propositions. On les communiquera à travers la newsletter de l'interprofession à destination des professionnels, puisque en ce qui concerne le BNI, on n'a pas de structure de production, donc on ne peut pas accueillir un stagiaire énologue, mais on peut diffuser l'information. Bon, c'est à mon tour de conclure. Alors déjà, moi, je souhaite vous remercier de nous avoir accordé du temps et d'avoir répondu à toutes ces questions. Je trouve qu'on a eu des échanges très riches et j'espère que ça saura inspirer nos auditeurs. Je souhaite remercier aussi donc les personnes qui se sont inscrites et qui ont participé. Merci pour le temps. J'espère que ça a été à la hauteur de vos attentes. L'ensemble de la conférence elle est filmée, enregistrée, donc on va la publier sur notre page Facebook et sur notre site internet. Donc vous pourrez revoir les échanges si vous le souhaitez, revoir certaines parties. Et bien sûr, comme on l'a dit, on diffusera donc avec votre accord, on diffusera vos coordonnées pour que certains puissent vous répondre s'ils le souhaitent. Voilà, moi je suis très content d'avoir pu mener ça jusqu'au bout dans le contexte actuel, parce qu'effectivement c'est impossible de se déplacer, de rencontrer, d'aller sur le terrain. Donc c'est déjà mieux que rien de pouvoir échanger, se rencontrer par ce biais, même si c'est pas l'idéal et si c'est pas la vocation de l'association. Voilà, je pense que je conclurai sur ces mots-là. Et grand merci encore à tout le monde pour votre participation. Merci à vous et bravo pour cette initiative que je trouve formidable. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup. Bye bye. Bonne chance aux futurs énologues. Au revoir. Bonne chance à vous.